Bonjour à tous et bienvenue à une session spéciale à la ISFAR qui s'appelle SympoFlash. C'est un symposium organisé par le laboratoire Alexion et j'ai le plaisir de présenter ce sympo. Donc nous avons 15 minutes pour discuter et parler de l'andexanet alpha qui est un antidote des anti-10. Vous avez ici mes liens d'intérêt avec l'industrie et donc nous allons discuter les antidotes des anticoagulants oraux directs et des anticoagulants en général. Parmi les armes dont on peut disposer pour gérer les problématiques liées soit à une hémorragie chez des patients sous anticoagulants ou gérer des chirurgies invasives urgentes ou programmées, on a un élément qui est beaucoup discuté, c'est celui de la réversion des anticoagulants. Parmi les armes dont on dispose, nous avons des produits qui sont non spécifiques et des produits spécifiques. Non spécifiques comme les médicaments qui sont utilisés pour, d'une façon générale, réduire le saignement ou les conséquences du saignement. Et une façon claire de traiter de façon non spécifique, c'est évidemment l'hémostase mécanique, plus deux médicaments, l'acide tranexamique et le charbon activé. Quand on veut agir spécifiquement sur l'action anticoagulante des anticoagulants, on dispose de plusieurs produits. Un produit qui a été testé dès la commercialisation des anticoagulants oraux directs et même avant ça, évidemment, pour la réversion des antivitamines K, ce sont les concentrés de complexes prothrombiniques. Plus récemment, donc, deux antidotes ont été développés et le premier, c'est l'idarucizumab, qui est un antidote spécifique du dabigatran, qui est commercialisé, et l'andexanet dont on va parler, qui est en cours de mise sur le marché avec une approbation européenne. Tout ça dans un contexte où s'agissant des patients traités par anticoagulants oraux directs, il est important d'avoir une vision beaucoup plus large de la problématique, au-delà même de la réversion spécifique par des antidotes, c'est-à-dire chez quel patient qui est traité par quel schéma posologique, dans quelle indication, et pour les chirurgies urgentes ou la gestion des hémorragies, surtout une chose importante, c'est l'heure de la dernière prise de l'anticoagulant oral direct, avec une carte d'identité du patient qui nous laissera présager de la pharmacocinétique résiduelle de l'anticoagulant oral direct, basée sur l'âge, le poids, la créate, en quelque sorte de quoi calculer le Cockcroft et aussi les comédications. Parce que c'est dans ce schéma plus général qu'on va essayer de trouver une place pour un antidote. Et en l'occurrence, nous allons discuter ici de l'andexanet. Alors, qu'est-ce que c'est que l'andexanet ? L'andexanet, c'est une forme recombinante d'un facteur 10 activé qui est modifié et qui le rend incapable donc, de cliver l'action de la prothrombine et donc n'a pas d'activité anticoagulante. Et surtout, c'est un agent de réversion spécifique des inhibiteurs du facteur 10 activé, puisque l'andexanet permet la liaison et la séquestration de ces inhibiteurs, de ces anticoagulants. Alors, quelles sont les études qui ont été réalisées pour montrer l'efficacité de ce médicament? La première étude que je voulais vous présenter, c'est une étude qui commence à dater un petit peu. Elle est de 2015. Elle a été réalisée chez des volontaires sains. Les volontaires sains recevaient soit de l'apixaban, soit du rivaroxaban. Et sur les deux figures du haut, vous avez une injection en bolus simple d'andexanet. Et vous voyez que c'est l'activité anti-10 qui est mesurée et que chez les volontaires sains qui reçoivent de l'andexanet, aussi bien lorsqu'ils sont traités par anti-apixaban ou rivaroxaban, vous voyez qu'il y a une réduction de l'activité anti-10A et ensuite une réaugmentation de cette activité vers ce qu'on peut attendre de la cinétique de prise de l'apixaban ou du rivaroxaban. Et au-dessous, les deux figures du bas représentent l'activité anti-10A chez les volontaires sains lorsqu'ils reçoivent à la fois un bolus suivi d'une administration continue pendant 2 heures de
d'andexanet. Et vous voyez que cette réduction de l'activité anti-10, elle est maintenue le temps de la perfusion de l'andexanet, aussi bien chez les volontaires sains qui reçoivent de l'apixaban ou du rivaroxaban. La deuxième étude que je vais vous présenter, c'est une étude qui s'appelle Annexa 4. Donc, c'est une étude prospective ouverte, un seul bras. Ce sont des patients qui sont traités par anti-10A et qui ont une hémorragie majeure, prise en charge donc, à l'hôpital, donc hémorragie majeure, potentiellement grave. Ces patients étaient traités soit par du rivaroxaban, soit par de l'apixaban, soit par de l'édoxaban, édoxaban que nous n'avons pas en France à disposition, mais aussi, et c'est très intéressant, par de l'énoxaparine, puisque, comme vous le savez, l'action de l'énoxaparine ne peut pas être antidotée par de la protamine seule, par exemple, qui a une activité anti-10 qui est importante, et que donc il était important de tester dans ces conditions des patients sous énoxaparine. Donc ici, vous avez les résultats de l'activité anti-10 en nanogrammes par millilitre chez les patients qui recevaient du rivaroxaban. Donc vous voyez qu'à l'admission, donc à baseline, vous avez une grande hétérogénéité en termes d'activité anti-10A chez ces patients-là, qui est centrée ici sur la figure, sur une médiane de 200 nanogrammes par millilitre. Et l'administration d'andexanet, un bolus et une administration continue d'andexanet montre une réduction de près de 90% de l'activité anti-10A. Il faut reconnaître que ce qui est observé, c'est effectivement une réduction en moyenne, mais qu'on a quand même une hétérogénéité à la fois sur les activités anti-10A lorsque les patients reçoivent la fin du bolus ou la fin de la perfusion continue. Et qu'on a pour un certain nombre de ces patients-là des activités anti-10A résiduelles qui peuvent être au-dessus de 75 nanogrammes par millilitre. Donc l'objectif de cette étude, c'était donc de montrer qu'il y avait une activité effectivement biologique, c'est-à-dire est-ce que ce médicament-là est capable de réduire l'activité anti-10A chez les patients qui prennent des inhibiteurs du facteur 10A. Et donc cette figure nous montre clairement, et c'est vrai aussi pour l'apixaban, qu'on a donc une activité qui est une efficacité lors de l'administration de ce médicament-là. Le corollaire de cette efficacité, c'est qu'à la fin de la perfusion, on a une réaugmentation des concentrations de médicaments. Et donc la question qui peut se poser, c'est est-ce que finalement on ne peut pas avoir des réactivations de saignement lorsque se produit effectivement cette réaugmentation de l'activité anti-10A à la fin de la perfusion. En plus donc de cette analyse biologique finalement de l'efficacité de l'andexanet pour réverser l'action spécifique des anti-10, il a été dans cette étude-là mesuré une efficacité que j'appellerais clinique. La question qui était posée et qui a été monitorée donc, dans cette étude, c'est quelle est l'efficacité hémostatique clinique de la réversion. Et vous voyez que quel que soit le sous-groupe, quelle que soit la situation, quel que soit l'âge, quelle que soit la dose administrée, on a finalement une hémostase, une efficacité hémostatique qui est jugée bonne ou excellente à la 12e heure au-delà de 75%. Alors, ce n'est pas un critère dur, mais c'est, je dirais, un critère clinique rassurant qui met finalement en parallèle une activité biologique de réversion des anti-10 et une efficacité clinique évaluée ici par ces scores qui, une fois de plus, ne sont pas des critères durs, mais critères plutôt rassurants. Alors, qu'en est-il des effets indésirables liés à l'administration de ce médicament? Dans l'étude en Annexa 4, il a été observé un taux d'événements thrombotiques de 10%. Par comparaison, alors il n'y a jamais eu de comparaison directe entre des corps de patients qui auraient été réversés par soit des concentrés de complexe prétominique, soit dans le cadre de la réversion du dabigatran par de l'idarucizumab. Mais néanmoins, cette observation de 10% d'événements thrombotiques à J30 pose la question d'un effet
potentiellement prothrombotiques de l'administration de l'andexanet. En dehors des effets prothrombotiques, des événements thrombotiques, on observe aussi des événements indésirables mineurs qui sont principalement liés de façon relativement fréquente à des bouffées vasomotrices ou des sensations de chaleur à l'administration de l'andexanet. Pour revenir sur les événements thrombotiques, l'effet possible, c'est un effet potentiellement biologique, puisque on peut avoir un effet qui est lié à une inhibition du TFPI, c'est-à-dire une inhibition de l'activité de l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire. C'est comme ça que sont expliquées la problématique peut-être un surcroît d'événements thrombotiques. Un autre élément néanmoins à prendre en considération dans ces situations qui sont relativement complexes, c'est le fait que un patient qui est traité par un anticoagulant oral direct et a une bonne raison d'être traité parce qu'il a une pathologie thrombotique, que ce soit de la fibrillation atriale ou de la maladie thromboembolique veineuse, et que la survenue d'un événement hémorragique majeur entraîne l'arrêt du traitement, la réversion. Et la question qui se pose, c'est quand peut-on réadministrer les anticoagulants? Et cette question, elle est fondamentale et elle est posée sur la problématique de ces événements thrombotiques qu'on observe. Cette sous-étude en fait, de Annexa 4 montre que lorsque l'on réussit, c'est la courbe à gauche en bleu, à reprendre rapidement les anticoagulants pour lesquels les patients sont traités, dans les indications dans lesquelles les patients sont traités, on n'observe pas ces effets thrombotiques. C'est-à-dire que la réintroduction précoce des anticoagulants après la phase hémorragique permet de réduire la probabilité d'un événement thrombotique après la réversion de cet anticoagulant. En revanche, si on ne reprend pas précocement ces anticoagulants, on se trouve dans une situation où effectivement le patient il est exposé à un effet thrombotique, un événement thrombotique. Donc ça n'exclut pas la responsabilité potentielle de l'andexanet dans la genèse de ces thromboses, mais néanmoins on a une partie de l'explication de ces événements par le retard potentiel lié à la reprise des anticoagulants oraux directs après la phase d'hémorragie active. L'autre question est importante, c'est que est-ce qu'on a des situations où justement la reprise des anticoagulants est potentiellement difficile? Eh bien sûr, ce sont les hémorragies intracrâniennes. Et donc cette diapositive montre l'efficacité clinique chez ces patients-là en particulier, qui sont donc les patients de l'étude Annexa 4 qui avaient une hémorragie intracrânienne. Vous avez à gauche les hémorragies spontanées, à droite les hémorragies post-traumatiques, et vous observez que l'efficacité clinique a été jugée bonne ou excellente dans la grande majorité des cas dans ces situations-là. Donc vous voyez, on est dans une situation où l'utilisation des antidotes de façon générale pose des problèmes, le retard à la reprise de l'anticoagulant, l'efficacité potentielle, mais qu'avec l'andexanet, on a donc passé ces étapes d'efficacité biologique, de probable efficacité clinique sur la base de l'efficacité hémostatique jugée par le clinicien, mais on a un surrisque potentiel d'événements thrombotiques qui est complexe à analyser, mais qui peut être lié à l'activité potentiellement procoagulante de l'andexanet. Alors, comment est-ce qu'on doit intégrer l'andexanet dans les schémas qui sont proposés de réversion des anticoagulants oraux directs dans le cadre? Alors, je vais commencer par la gestion des gestes invasifs urgents sous anticoagulant oral direct. Donc, vous avez ici un schéma qui a été proposé par le groupe d'intérêt en hémostase périopératoire, donc qui pose la place des antidotes, alors soit spécifiques, et là il est écrit clairement pour le lidarusizumab, soit la position des concentrés de complexe prothrombinique. Et vous voyez qu'en fonction de la gravité de l'hémorragie, en fonction de l'efficacité des gestes hémostatiques potentiels, que ce soit embolisation ou chirurgie, on a donc une place qui est relativement nette. Donc la question maintenant, c'est lors de la commercialisation de l'andexanet, où pourrons-nous positionner cet antidote? Eh bien, très certainement sur la même ligne que les antidotes spécifiques, et donc là il y aurait une place.
D'ailleurs, cette place, elle est déjà posée dans les recommandations européennes, puisque de la même façon que dans les recommandations du GIHP, la place des antidotes, y compris l'andexanète, est réservée dans les situations les plus graves. Même question pour l'hémorragie chez le patient traité par anticoagulant oral direct. La position de l'andexanète sera au même niveau que l'antidote. Les questions qui se posent, et donc la recommandation européenne fait une place aussi. En conclusion, donc c'est un médicament qui a une efficacité biologique, possiblement, très probablement une efficacité clinique, avec des effets indésirables qu'il faut monitorer, ce sont les événements thrombotiques. Et la question qui se pose maintenant, c'est pourra-t-on avoir les résultats rapidement des études en cours, en particulier sur l'hémorragie intracrânienne, et évidemment le prix. Je vous remercie de votre attention.